Le silence, c'est la première chose qui m'a frappé. Un silence tellement épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Ce soir-là, j'étais assis sur le rebord de mon lit, les coudes sur les genoux, à fixer mes mains qui tremblaient un peu. Il était 22h14, mon téléphone, posé à côté de moi sur le drap froissé, était noir, éteint, mort. C'était le jour de mes 40 ans, et pour la première fois de ma vie, personne n'appelait. Personne ne frappait à la porte. L'odeur de la pluie qui s'écrasait contre la vitre de ma chambre me rappelait que le monde continuait de tourner, mais sans moi. J'avais passé 40 ans, 40 piges, rendez-vous compte, à être l'homme qui dit oui. Tu peux m'aider pour le déménagement ? Oui. Tu peux rester tard pour boucler mon dossier ? Oui. Tu peux prêter de l'argent ? Toujours oui. J'étais le gars sympa, celui sur qui on peut compter, celui qui ne fait jamais de vagues. Et là, le soir où ma boîte a coulé, le soir où ma femme est partie parce qu'elle ne reconnaissait plus l'homme effacé que j'étais devenu, le soir où j'avais besoin d'un seul putain de bras pour me retenir, il n'y avait personne. Juste le craquement du vieux parquet sous mes pieds et ce vide immense dans la poitrine. J'avais acheté l'affection de tout le monde avec mon temps, mon énergie et mon âme, et le chèque venait de l'être refusé. C'est marrant, non ? On croit qu'en se pliant en 4, on devient indispensable. On pense que si on ne déçoit jamais personne, on sera aimé en retour. Mais c'est un mensonge. Un mensonge qu'on se raconte pour ne pas affronter notre propre peur d'être rejeté. J'avais peur. J'étais terrifié à l'idée qu'on voit qui je suis vraiment derrière ce masque de servilité. Alors je disais oui. À chaque oui que je lançais aux autres, c'était un non que je m'infligeais à moi-même. Un petit suicide quotidien, goutte après goutte. J'ai senti le froid de la poignée de porte quand j'ai enfin décidé de sortir marcher ce soir-là, sans but, juste pour fuir ce silence. Ma main était glacée, mais mon cœur, lui, commençait à brûler d'une colère que je ne connaissais pas. Une colère saine, une colère qui disait « c'est fini ». Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'être un figurant dans votre propre vie ? Ce sentiment que si vous disparaissiez demain, les gens ne regretteraient pas votre absence, mais simplement le service que vous leur rendiez ? Est-ce que vous vivez pour vous, ou est-ce que vous entretenez simplement le confort des autres ? Sais-tu vraiment qui resterait à tes côtés si tu arrêtais ? Là, maintenant, de dire oui, je me suis retrouvé à marcher sous la flotte, les chaussures trempées, le cuir qui couine à chaque pas sur le goudron luisant. Je n'avais même pas pris de veste. La sensation de l'eau, glacée, qui dégoulinait dans mon cou, c'était presque réveillant, c'était réel. Pour la première fois depuis des décennies, je ne calculais pas si j'allais attraper froid ou si j'allais déranger quelqu'un en arrivant trempé quelque part. Je marchais, c'est tout. Je repensais à toutes ces fois où j'avais annulé mes propres projets, mes propres rêves, juste parce qu'un collègue avait besoin de moi pour un truc insignifiant qu'il aurait pu faire lui-même. Je repensais à ce mariage où j'avais passé la soirée à aider au service plutôt que de danser avec ma femme parce que l'autre avait l'air débordé et que je ne savais pas rester assis sans me rendre utile. On appelle ça de la gentillesse. Quel beau mot, gentillesse. Un mot qui cache souvent une soumission totale, une peur viscérale de ne plus être validé. Pourquoi je faisais ça ? Parce que j'avais besoin de cette drogue. Le merci, tu es un ange, le qu'est-ce qu'on ferait sans toi. Ces phrases, c'était de mes béquilles. Sans elles, j'avais l'impression de n'être rien. Un homme vide, un homme sans substance. J'avais construit mon identité sur les besoins des autres. Si personne n'avait besoin de moi, est-ce que j'existais encore ? Cette question me frappait plus fort que la pluie. J'ai vu mon reflet dans la vitrine d'un café fermé, un homme de 40 ans, les épaules voûtées, le regard éteint, l'image même de l'épuisement. J'étais devenu un paillasson sur lequel tout le monde s'essuyait les pieds avant d'entrer dans sa propre vie, là où c'est chaud, là où c'est confortable. Et moi je restais sur le seuil, dans le froid, à attendre le prochain, s'il te plaît. Le pire dans tout ça, c'est qu'on finit par détester les gens à qui on ne sait pas dire non. On accumule une rancœur sourde, une amertume qui ronge de l'intérieur comme de l'acide. On leur en veut de nous demander des choses, alors que c'est nous qui avons laissé la porte grande ouverte. On devient une victime volontaire. J'ai senti l'odeur du café, froid, et du tabac froid qui s'échappait comme d'une ruelle, et ça m'a rappelé le bureau, cette prison dorée où j'étais le bon soldat, celui qu'on ne promeut jamais parce qu'il est trop utile là où il est. Celui qu'on ne respecte pas parce qu'on ne respecte jamais ce qui est acquis et gratuit. Le respect, ça ne s'achète pas avec des services. Ça se gagne avec des limites. Et mes limites, je les avais piétinées moi-même depuis si longtemps qu'il n'en restait plus aucune trace. J'ai fini par m'arrêter devant un banc public. Le bois était sombre, saturé d'humidité.
Je me suis assis, j'étais seul. Vraiment seul. Pas la solitude choisie, celle qui repose, mais la solitude de celui qui s'est perdu de vue. Je me suis demandé, si je mourais là, maintenant sur ce banc, qui pleurerait l'homme, et qui pleurerait simplement la fin de la gratuité. C'est une pensée violente. Une pensée qui vous retourne l'estomac. Mais c'était la vérité. J'avais passé 40 ans à construire un empire de sable, et la première vague de la réalité venait de tout emporter. Est-ce que vous réalisez que chaque fois que vous dites oui, par peur de déplaire, vous vous trahissez un peu plus? Est-ce que vous préférez être aimé pour ce que vous faites, ou être respecté pour ce que vous êtes? Et si demain vous arrêtiez d'être gentil, qui resterait vraiment dans votre vie pour vous tenir la main dans le noir? Le lendemain matin, le soleil a percé à travers les rideaux avec une violence presque insultante. J'avais mal au crâne, la gorge serrée par l'humidité de la veille, mais surtout, j'avais cette clarté mentale terrifiante qui arrive après un naufrage. Je me suis levé, j'ai marché vers la cuisine, et j'ai entendu le craquement sec d'une lettre glissée sous la porte. C'était un rappel de facture, un truc banal. Mais en ramassant ce papier, j'ai vu mes mains. Elles étaient vides. Pour la première fois de ma vie, mon agenda n'était pas rempli des urgences des autres. Et c'est là que la panique a commencé à monter. Une panique sourde, animale. Pourquoi ? Parce que quand on arrête de courir pour les autres, on se retrouve face à l'immobilité de sa propre existence. Et l'immobilité, ça hurle. Ça hurle tout ce qu'on a essayé d'étouffer sous les services rendus. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé mes contacts. Des centaines de noms. Des gens que j'avais dépannés, consolés, portés à bout de bras. J'ai eu une impulsion idiote. Une vieille habitude qui me brûlait les doigts. Envoyer un message, n'importe lequel, juste pour vérifier que j'existais encore dans leurs yeux. « Salut, ça va ?» Je repensais à notre discussion. J'ai tapé le message. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran, hésitant. Et puis j'ai senti l'odeur du café brûlé qui embaumait la cuisine. Une odeur âcre, réelle. J'ai tout effacé. J'ai posé le téléphone face contre table. Un silence de mort a envahi la pièce. C'était le début de mon sevrage. On ne le dit jamais, mais plaire aux gens est une drogue dure. On attend son fixe de validation comme un toxico attend sa dose. On a besoin de se tuer génial pour ne pas s'effondrer. J'ai passé la journée à observer le vide. J'ai regardé la poussière danser dans un rayon de lumière sur la table en chêne. C'est fou ce qu'on remarque quand on n'est pas en train de régler les problèmes de quelqu'un d'autre. J'ai remarqué que je ne savais même plus ce que j'aimais manger, quel film je voulais voir ou quelle musique j'avais envie d'écouter. J'étais une éponge imbibée de la personnalité des autres. J'aimais ce qu'ils aimaient pour ne pas créer de friction. J'étais devenu transparent à force de vouloir être lisse. Et la transparence, c'est l'étape juste avant l'inexistence. J'ai touché le bois froid de la table, j'ai fermé les yeux, et j'ai essayé de chercher un moi là-dedans. Il n'y avait qu'un écho de « oui, bien sûr, pas de problème, je m'en occupe ». Vers 16h, le téléphone a vibré. Un collègue. Et je sais que tu traverses un moment dur avec la boîte. Mais est-ce que tu pourrais jeter un œil au dossier de la semaine dernière ? Je galère un peu. Mon cœur a fait un bond. L'habitude. Le réflexe de survie du paillasson. J'allais répondre « Ok, envoie-moi ça ». Les mots étaient déjà là, sur le bout de mes doigts. Et puis, j'ai repensé au banc mouillé, à l'odeur de la pluie, et à ce silence qui m'avait accueilli le soir de mes 40 ans. J'ai tapé 3 lettres. 3 lettres qui m'ont paru peser 1 tonne de plomb. Non, juste ça. Pas d'excuses. Pas de justification, pas de désolé. Je ne peux pas car... Juste non. J'ai cliqué sur envoyer. J'ai cru que j'allais vomir. Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable de dire non à ce qui nous bouffe, alors qu'on ne se sent jamais coupable de se dire non à soi-même ? Est-ce que vous réalisez que chaque excuse que vous donnez pour justifier un refus est une preuve que vous ne vous appartenez pas encore ? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Décevoir quelqu'un d'autre ou vous décevoir vous-même une fois de trop ? Le silence qui a suivi l'envoi de ce non a été le plus assourdissant de ma vie. Mon téléphone est resté là, inerte sur la table en chêne, comme une grenade dont j'aurais dégoupillé la sécurité. J'attendais l'explosion. J'attendais l'insulte, le reproche, ou pire, l'abandon définitif. Je fixais les petites poussières qui flottaient dans la lumière de l'après-midi, et mon cœur battait la chamade. Un tambour de guerre dans une poitrine trop étroite. 10 minutes, 20 minutes. Et puis, rien. Juste un « ok, je vais me démerder » laconique, froid comme une lame de rasoir. Pas de drame, pas de fin du monde. Juste la fin d'une utilité. C'est là que j'ai compris la cruauté de la chose. Les gens ne vous en veulent pas de dire non, ils s'en foutent. Ils passent juste au prochain pigeon capable de dire oui.
J'étais interchangeable. Une pièce d'usure qu'on remplace quand elle grince trop. Cette réalisation m'a transpercé comme un pic à glace. J'ai senti l'odeur de la cire de la table, cette odeur de vieux, meuble qui a traversé les âges, sans jamais rien demander à personne, et j'ai eu envie de pleurer. Pas de tristesse, mais de rage. 40 ans à construire une réputation de saint pour s'apercevoir qu'on n'est qu'une option de secours. J'ai commencé à faire le tour de mon appartement. J'ai touché les objets, ce vase, offert par un ami à qui j'avais prêté ma voiture pendant 1 mois, cette lampe, un cadeau de ma sœur après que j'ai passé 3 week-ends à repeindre sa cuisine. Tout ce qui m'entourait était le trophée d'un sacrifice. Rien n'était là parce que je l'avais choisi, mais parce que j'avais mérité qu'on me le donne en échange de mon effacement. Le soir est tombé, une lumière bleutée qui donnait à mon salon des airs de morgue. J'ai ouvert mon placard. J'ai vu mes chemises toutes repassées, bien alignées, l'uniforme de l'homme parfait. J'ai eu une envie soudaine de tout brûler. Je me suis assis par terre, le dos contre le bois froid de l'armoire, et j'ai réalisé que j'étais en deuil. Le deuil de l'image que je m'étais créée. C'est douloureux de tuer le bon gars. On a l'impression de commettre un crime contre soi-même, alors qu'on est juste en train de commettre un acte de libération. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir d'un moment où j'avais dit non et où je m'étais senti fier. Je n'en ai trouvé aucun. Pas un seul en 40 ans, c'est là que j'ai compris le piège. On croit que plaire à tout le monde est une vertu, mais c'est une forme de manipulation. En disant oui tout le temps, on empêche les autres de nous connaître vraiment et on s'empêche de les aimer pour de vrai parce qu'on ne leur donne que ce qu'ils attendent. On devient un miroir, pas une personne. Et quand le miroir se brise, il n'y a plus rien derrière. Juste le mur gris et nu de la réalité. J'ai passé ma main sur le tapis, sentant chaque fibre rugueuse sous mes doigts et j'ai fait un pacte avec moi-même. Désormais, chaque oui devra venir des tripes, ou il ne viendra pas du tout. Est-ce que vous vous rendez compte que votre oui n'a absolument aucune valeur si vous n'êtes pas capable de dire non? Pourquoi avez-vous si peur que les gens découvrent qui vous êtes vraiment? Sans vos services et vos sourires forcés, si vous arrêtiez d'être le sauveur de tout le monde, de quoi auriez-vous besoin d'être sauvé, vous? Le prix à payer. On n'en parle jamais, de la facture qui arrive après le premier non. On vous vend l'affirmation de soi comme une libération lumineuse, un lever de soleil sur une vie nouvelle. Mon œil, c'est une boucherie. Les jours qui ont suivi, j'ai senti l'air se raréfier autour de moi. L'odeur de mon propre appartement avait changé. Ça sentait la solitude acide, celle qui pique le nez comme de l'ammoniac. Mon téléphone, autrefois une ruche bourdonnante, était devenu un objet froid et inutile sur la table basse. Le silence n'était plus paisible, il était punitif. J'ai réalisé que mon entourage ne m'aimait pas. Il aimait la commodité que je représentais. Et quand la machine tombe en panne, on ne la répare pas, on la jette. J'ai croisé Marc, un ami de 10 ans, au supermarché. L'odeur de pain chaud de la boulangerie me donnait faim, mais lui, il m'a regardé comme si j'étais un étranger porteur de la peste. Ah salut, t'as l'air différent. Traduction: tu n'as pas été là pour mon déménagement dimanche, t'es devenu un con. N'a même pas demandé comment j'allais après mon licenciement. Il a juste vérifié si j'étais toujours utilisable. Quand il a vu que la porte était fermée, il a abrégé. J'ai senti le froid du rayon, surgelé me mordre les bras pendant que je le regardais s'éloigner. Un vide immense s'est creusé dans mon ventre. Est-ce que c'était ça le prix? Perdre tout le monde pour se trouver soi-même? C'est là que la tentation revient. Elle gratte à la porte comme un chien galeux. On a envie de renvoyer un message, de s'excuser, de dire « Désolé, j'étais fatigué, je redeviens le paillasson, revenez !» J'ai même pris mon téléphone, les doigts à moite, prêt à supplier pour un peu de chaleur humaine, même factice. Mais j'ai regardé mon reflet dans la vitre d'un frigo. J'avais les yeux rouges, mais mes épaules étaient droites pour la première fois. Je ne portais plus le poids des attentes de Marc, de ma sœur, de mon ex-patron. J'étais seul, oui, mais je ne pesais plus rien. Et cette légèreté, elle coûte une fortune. Elle coûte vos souvenirs, vos habitudes, et tous ces gens qui ne vous aimaient que par procuration. J'ai fini par rentrer chez moi, j'ai enlevé mes chaussures qui grinçaient encore de la pluie de l'autre soir. Et je me suis assis dans le noir, j'ai écouté le bruit du frigo qui ronronne. C'est brutal de réaliser qu'on a passé 40 ans à remplir un vase percé. Tout ce que j'avais donné, s'était évaporé parce que ce n'était pas un échange, c'était un sacrifice. Et le sacrifice n'appelle pas la gratitude, il appelle l'abus. J'ai serré les dents jusqu'à avoir mal à la mâchoire. Le nouveau moi était un chantier en ruine, plein de poussière et de débris, mais au moins, le terrain m'appartenait enfin.
Pourquoi est-ce qu'on préfère une présence qui nous étouffe à une absence qui nous libère? Est-ce que vous seriez prêt à perdre 90% de vos amis si cela signifiait ne plus jamais avoir à mentir sur ce que vous ressentez? Combien vaut votre tranquillité d'esprit sur le marché de la validation sociale? Le coût. On n'en parle jamais assez de la facture réelle. On vous vend l'affirmation de soi comme une épiphanie lumineuse, un lever de soleil sur une vie nouvelle. Laisse-moi te dire la vérité, c'est une boucherie. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai senti l'air se raréfier autour de moi. L'odeur de mon appartement avait changé. Ça sentait la solitude acide, celle qui pique le nez comme de l'ammoniac. Mon téléphone, autrefois une ruche bourdonnante d'urgence et de merci jetables, était devenu un bloc de verre et de métal froid sur la table basse. Le silence n'était plus paisible, il était punitif. J'ai réalisé, avec une violence qui m'a coupé le souffle, que la plupart des gens ne m'aimaient pas, ils aimaient la commodité que je représentais. Et quand la machine tombe en panne, on ne la répare pas, on la jette. J'ai croisé Marc, un ami de 10 ans, au coin de la rue. L'odeur du pain chaud de la boulangerie me donnait faim, mais lui, il m'a regardé comme si j'étais un étranger porteur de la peste. Ah salut, t'as l'air différent. Traduction, tu n'as pas été là pour mon déménagement dimanche, t'es devenu un con. N'a même pas demandé comment je tenais le coup après mon licenciement. Il a juste vérifié si j'étais toujours utilisable. Quand il a vu que la porte était fermée, il a abrégé la conversation en 3 secondes. J'ai senti le froid du vent s'engouffrer dans ma veste pendant que je le regardais, s'éloigner sans se retourner. Un vide immense s'est creusé dans mon ventre. Est-ce que c'était ça le prix? Perdre tout le monde pour se trouver soi-même? C'est là que la tentation revient. Elle gratte à la porte comme un chien galeux. On a envie de renvoyer un message, de s'excuser, de dire « Désolé, j'étais fatigué, je redeviens le paillasson. Revenez s'il vous plaît. » J'ai même pris mon téléphone, les doigts à moite, prêt à supplier pour un peu de chaleur humaine, même factice. Mais j'ai vu mon reflet dans la vitrine d'un café. J'avais les yeux rouges, mais mes épaules étaient droites pour la première fois de ma vie. Je ne portais plus le poids des attentes de Marc, de ma sœur, de mon ex-patron. J'étais seul, oui, mais je ne pesais plus rien. Et cette légèreté, elle coûte une fortune. Elle coûte vos souvenirs, vos habitudes, et tous ces gens qui ne vous aimaient que par procuration. J'ai fini par rentrer chez moi, j'ai enlevé mes chaussures encore humides, et je me suis assis dans le noir total. J'ai écouté le ronronnement mécanique du frigo. C'est brutal de réaliser qu'on a passé 40 ans à remplir un vase percé. Tout ce que j'avais donné, s'était évaporé parce que ce n'était pas un échange, c'était un sacrifice. Et le sacrifice n'appelle jamais la gratitude, il appelle l'abus. J'ai serré les dents jusqu'à avoir mal à la mâchoire. Le nouveau moi était un chantier en ruine, plein de poussière et de débris, mais au moins, le terrain m'appartenait enfin. C'est un coût que peu de gens acceptent de payer. La mort sociale pour une naissance intérieure. Pourquoi est-ce qu'on préfère une présence qui nous étouffe à une absence qui nous libère? Est-ce que vous seriez vraiment prêt à perdre 90% de vos amis si cela signifiait ne plus jamais avoir à mentir sur ce que vous ressentez? Combien vaut votre tranquillité d'esprit sur le marché de la validation sociale? Le plus dur, ce n'est pas de perdre les autres, c'est de réaliser qu'on ne les a jamais vraiment eus. La semaine d'après, j'ai reçu un appel de ma sœur. D'habitude, c'est pour que je garde ses gamins ou que je répare son ordinateur. J'ai senti l'odeur de la lessive fraîche sur mon canapé, un petit luxe que je m'accordais enfin maintenant que je ne passais plus mes week-ends à courir partout. J'ai décroché, elle n'a même pas dit bonjour, elle a attaqué direct. Tu pourrais passer samedi? J'ai besoin de déplacer l'armoire. J'ai pris une grande inspiration. J'ai senti l'air entrer dans mes poumons, pur, froid. Non, je ne peux pas. Un silence de mort à l'autre bout. Puis le venin. T'as bien changé. Papa avait raison, t'es devenu égoïste. Égoïste, le mot a claqué comme une gifle. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient même plus. J'ai réalisé que pour ces gens, mon seul mérite était ma disponibilité. Si je ne servais à rien, je n'étais rien. Le coup de ma liberté, c'était de devenir le méchant dans l'histoire des autres. C'est une pilule amère, croyez-moi. On passe sa vie à vouloir être le héros, le sauveur, le pilier. Et on finit par être celui qu'on pointe du doigt parce qu'on a enfin osé dire « je compte aussi, je suis allé dans ma salle de bain ». J'ai fait couler l'eau chaude, j'ai regardé la buée envahir le miroir jusqu'à ce que je disparaisse. J'ai touché le carrelage froid, lisse. Je me suis demandé combien d'années j'ai perdu à essayer d'acheter un amour qui n'était que de l'intérêt. On croit qu'en étant parfait, on est protégé. C'est le contraire. En étant parfait, on devient une cible. Les gens ne s'attachent pas à vos perfections,
Il s'attache à votre utilité. Et l'utilité, ça a une date de péremption. J'ai fini par sortir de chez moi. Je suis allé dans un petit parc, un endroit où je n'allais jamais parce que ça ne servait à rien. J'ai senti l'odeur de l'herbe coupée, une odeur de vie simple. Je me suis assis sur un banc, pas celui de la pluie, un autre, un banc au soleil. J'étais seul, mais pour la première fois, je ne me sentais pas vide. J'étais plein de moi-même. C'était bizarre, presque effrayant. J'étais devenu le propriétaire de mon temps. Et le temps, c'est la seule monnaie qui ne se récupère jamais. Est-ce que vous réalisez que votre gentillesse excessive est souvent une insulte? À votre propre valeur? Pourquoi avez-vous si peur d'être égoïste aux yeux de ceux qui ne pensent qu'à eux? Si vous arrêtiez de porter le monde sur vos épaules, est-ce que le monde s'écroulerait vraiment? Ou est-ce que c'est juste votre ego qui a besoin de le croire? Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus ce visage flou, ce caméléon prêt à changer de couleur, pour se fondre dans le décor de quelqu'un d'autre. Je vois des rides, j'en vois de nouvelles autour de mes yeux, mais ce sont les miennes. J'ai arrêté de chercher à plaire, et bizarrement, c'est là que j'ai commencé à exister. L'odeur de mon café le matin n'est plus celle d'une boisson. Avaler en vitesse avant d'aller régler une urgence qui n'est pas la mienne. C'est une odeur de liberté, de choix, de présence. Ma vie a commencé à 40 ans, sur les cendres d'une solitude brutale. J'ai perdu beaucoup de monde, la plupart en fait. Mais ceux qui sont restés ou ceux qui sont arrivés depuis que je dis non, ils ne sont pas là pour ce que je leur apporte. Ils sont là pour l'homme que je suis devenu. Ils aiment mon silence, ils aiment mes désaccords, ils aiment ma vérité. Le poids que je portais sur mes épaules n'était pas le monde. C'était ma propre peur d'être indigne, d'être aimé sans condition. Une fois que tu acceptes que certains ne t'aimeront jamais si tu ne leur es pas utile, tu gagnes un super pouvoir. Tu deviens intouchable. Tu deviens libre. Le craquement du parquet, sous mes pieds, ne sonne plus comme une plainte dans une maison vide, mais comme un rappel que je suis bien là, ancré, vivant. J'ai compris que la vie n'est pas une quête de validation, mais une quête de cohérence. Dire non aux autres, c'est enfin se dire oui à soi-même. Et ce oui-là, il vaut tous les sacrifices du monde. Il est 22h14, la même heure que ce fameux soir d'anniversaire. Mon téléphone est là, posé sur la table. S'il vibre, c'est pour une vraie connexion. S'il reste silencieux, c'est parce que ma propre compagnie me suffit enfin. On ne vit qu'une fois, et passer cette unique chance à essayer d'obtenir une note de 10-10 auprès de gens qui ne vous connaissent quand même pas, c'est la plus grande tragédie qui soit. Le jour où j'ai arrêté de plaire à tout le monde, j'ai enfin récupéré les clés de ma propre maison. Et je peux vous dire que l'air y est bien plus respirable. Alors, je vous pose la question une dernière fois. Qui seriez-vous si, à partir de ce soir, vous arrêtiez de chercher à être aimé par tout le monde? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Le silence de votre téléphone? Ou le bruit de vos regrets le jour où il sera trop tard pour dire non? Est-ce que vous allez continuer à mourir pour les autres? Ou allez-vous enfin oser vivre pour vous?